Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. Je suis habillée comme dans le dernier update lecture parce que je le tourne juste après. C'est plus facile pour moi d'enchaîner les tournages d'update lecture, bref, on s'en fiche. Et comme je vous l'avais dit, du coup, on est exactement sur le même schéma avec les deux premiers livres que j'ai pas aimés, que j'ai abandonnés, qui étaient pas ouf du tout. Mais là, pour ces livres-là, c'est particulier et je pense que, bref, je vous expliquerai après. Et les deux derniers que j'ai adoré, beaucoup aimé, c'était génial, c'était trop cool. Bref, c'est parti. Enfin, c'est parti presque. Avant de vous montrer les deux premiers, ces deux livres que j'ai essayé de lire sur une semaine où clairement ça n'allait pas dans ma vie, ça n'allait pas dans ma tête, ça n'allait nulle part en fait pour moi. Et je pense que si je les avais lus à un autre moment, ce serait peut-être passé, je les aurais peut-être appréciés, j'aurais peut-être été au bout. Mais là, sur cette semaine-là, c'était pas possible. Donc plutôt que de m'acharner, je préférais ne pas les terminer. J'aurais pu les mettre de côté et les reprendre plus tard. Le souci, c'est que quand j'ai une mauvaise première expérience avec un livre, le reprendre plus tard, en général, c'est le reprendre par avant 1, 2, 3 ans en fait. Donc ça sert à rien que je le pose et que je le remette à plus tard. Enfin, peut-être que je retenterai de les lire un jour, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, en tout cas, ce sera pas avant 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc je me suis dit autant les présenter en vidéo maintenant, comme ça ce sera fait. Et peut-être qu'un jour vous les reverrez sur la chaîne en lecture et que je les aurai terminés et que je les aurai beaucoup aimés. Je ne sais pas, bref, on y va. Le premier c'est Toby Loneless, le tome 2, Les yeux d'Elisha, de Timothée de Fombelle. De mémoire j'ai lu une centaine de pages, je crois, c'est ça, j'ai lu 115 pages. Et je m'ennuie en fait, ça ne bouge pas, ça n'avance pas, il se passe rien, et je sais pas pourquoi, c'est si lent et si... Alors c'est très bien écrit, c'est très doux, ça se lit très bien, c'est très fluide, c'est très cool, l'univers est top. J'adore Toby Loneless parce que j'ai lu le tome 1 et que j'ai trouvé ça trop cool. La plume de Timothée de Fombelle est géniale, mais il se passe rien en fait. Enfin je suis désolée, mais ça ne bouge pas, ça n'avance pas. On se balade sur l'arbre et on avance, mais en même temps, on n'avance pas. Vraiment, ça me saoule, je suis désolée, mais ça m'a saoulée. Pour ceux qui connaissent pas, on est dans un... En fait, on est sur un arbre, on est avec des personnages qui font 1,5 mm de hauteur. Donc on est sur un arbre, on découvre la vie de l'arbre, comment c'est organisé, comment ce qui se passe, c'est des petits humains qui vivent sur l'arbre, et donc il y a les scarabées, il y a toutes les bêtes volantes qui viennent et qui attaquent en fait, et pour nos personnages, elles sont énormes ces bêtes, genre une libellule, c'est un truc absolument énormissime, tu vois, c'est un dinosaure le truc. Et voilà, et j'adore cet univers. Et donc on suit Toby Loneless qui, au début du tome 1, est contraint, on ne sait pas pourquoi, de partir de chez lui avec ses parents. Voilà, donc il part de chez lui, et en fait, il y a une espèce de hiérarchie, et plus tu descends dans l'arbre, je crois que c'est ça, plus t'es pauvre en fait. Voilà, principe de la hiérarchisation, quoi. Et donc voilà, dans le tome 1, on suit Toby avec l'arbre, sa famille, son père, et il y a toute une question d'écologie, d'organisation, il y a des personnages qui sont méchants et qui font des trucs absolument pas cool, et le père de Toby est un scientifique qui essaye de montrer que ça serait bien de se comporter autrement. Il y a pas mal de réflexions, notamment sur l'environnement, sur ce qu'on fait à la nature, sur ce que la nature a besoin et sur ce qu'on lui donne ou donne pas en tant qu'humain, et vraiment c'est très cool. Et puis toutes ces réflexions ne sont pas juste balancées au milieu, enfin ne sont pas juste balancées en mode tu vas apprendre ça et tu dois faire ça, et non. L'auteur a construit une histoire et un univers où ça se passe comme ça, et c'est à toi de faire les parallèles entre ce qui arrive dans cet univers-là et ce qui se passe pour nous dans la vraie vie, ce que les humains font dans la vraie vie, et commencer à te poser des questions sur ce qui se passe, et voilà, sur l'écologie, la nature, tout ça. C'est vraiment très cool, mais là, ça fait 100 pages que je m'ennuie en fait, il se passe rien, ça bouge pas. Ça avance pas. Elisha, c'est un personnage qu'on a rencontré dans le tome 1, que voilà, en fait, on sait qui est Elisha quand on commence le tome 2, si on a lu le tome 1. Sinon, je peux pas vous spoiler sur qui elle est, ce qu'elle a fait, tout ça, mais voilà, c'est très cool. On a découvert aussi au cours du tome 1 le peuple de l'herbe en fait. Voilà, le peuple qui vit dans l'espèce de forêt, prairie, je sais pas trop où ça se situe, si c'est un jardin d'une maison ou quoi, ou un parc, j'en sais rien. Mais il y a aussi le peuple de l'herbe qui vit dans l'herbe. Voilà. Du coup, mais voilà, franchement, je suis déçue parce que j'ai adoré le tome 1. Et là, ça fait 100 pages que je m'ennuie. En fait, ça fait 100... Et si j'ai été aussi loin, c'est parce que j'aime vraiment la plume, j'aime vraiment comment c'est écrit et j'aime vraiment le personnage. Mais au bout d'un moment, ça ne suffit plus, quoi. J'ai besoin qu'il se passe des trucs, que ça bouge, quoi. Et ça bouge pas, en fait. Donc voilà, je l'ai dit, c'est une semaine où j'allais pas très bien. Peut-être qu'à un autre moment, j'aurais été encore plus loin et j'aurais pu terminer ce livre. Mais là, j'avais besoin d'un livre qui bouge, j'avais besoin d'événements qui se passent, j'avais besoin de trucs intéressants. Et au bout de 100 pages, j'ai plus la patience en fait. Voilà. Donc
Je vais le garder, peut-être que je retenterai dans quelques années, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, le tome 1 est génial, je vous le conseille. Et si vous, contrairement à moi, vous arrivez à lire le tome 2 et à l'aimer, bah tant mieux. Moi, ça n'a pas été le cas. Sinon, j'ai une musique qui est To Die For de Sam Smith. Et le deuxième de cette fameuse semaine, c'est Le Concile de Pierre de Jean-Christophe Granger. Et alors lui, je vais le garder, mais je suis pas sûre du tout de le retenter parce que, je sais pas si, enfin, je vais vous montrer, mais c'est quand même marqué thriller. Là, c'est marqué thriller. C'est pas du tout un thriller en fait. Et alors, en fait, il y a plusieurs choses qui me dérangent dans ce livre et avec lesquelles je n'arrive pas à faire en lecture. Voilà, quand il y a tous ces événements, quand il y a tous ces types d'écriture qui se mettent ensemble, moi je peux pas. Je peux faire d'efforts. S'il y en a un sur les 3, sur les 4, je peux faire un effort, mais tous réunis au même endroit, je ne peux pas. Donc déjà, c'est catalogué comme un thriller, alors que ce n'en est pas un pour moi, c'est un contemporain. Peut-être un peu stressant par la suite, mais de là à dire que c'est un thriller, franchement, faut pas déconner. De deux, on ne t'explique rien, on te catapulte dans l'univers et dans le truc avec le personnage qui fait je sais pas quoi, je vais vous dire après, mais on t'explique rien du tout. Et de trois, bah il se passe pas des masses de trucs en fait. Hein. Et alors le peu d'événements qui se passent, tu sais pas à quoi ça sert en fait, tu sais pas. Donc on rencontre une jeune femme qui prend un avion, elle est pressée, ultra pressée, elle a un itinéraire de dingue, il faut que ça s'enchaîne bien avec les avions, la navette, le transport, le trajet, le machin, le truc, et il faut qu'elle soit au bureau le lundi sans que personne sache qu'elle a fait tout ce trajet-là. Elle débarque dans un pays asiatique, a priori, mais j'en suis même pas sûre en fait, et elle va dans un... en fait, tout ce que je vous dis, j'ai déduit ça. J'ai déduit qu'elle était dans un pays asiatique, mais en vrai, c'est pas trop bien précisé. J'ai déduit qu'elle allait dans un orphelinat, parce que j'avais vaguement lu les résumés avant, mais en vrai, c'est pas dit. Et elle va rencontrer un petit garçon. Donc du coup, je me retrouve à supposer que c'est une femme célibataire qui veut adopter, qui a dû se battre pendant 2 semaines pour adopter, mais c'est pas vraiment détaillé. Qu'elle débarque dans un orphelinat, dans un pays asiatique pour adopter ce fameux petit garçon, mais c'est pas précisé. Et qu'elle doit rentrer au boulot parce que je ne sais pas pour quelle raison, là pour le coup j'ai aucune supposition, il ne faut pas que ses collègues et que son entourage sachent qu'elle a été dans ce pays-là pour adopter. Pourquoi moi ça m'intéresse pas en fait. Alors en fait mon problème avec ça c'est que quand je commence un thriller, je le commence parce que j'ai envie d'une enquête. J'ai envie de me retrouver avec un enquêteur, un inspecteur, un policier, peu importe, un avocat, n'importe qui va enquêter sur quelque chose. C'est ça que je veux quand je commence un thriller ou un policier. Donc là c'est marqué thriller. Donc je m'attends à ça. Et je me retrouve avec une femme qui va adopter un gars en fait, un petit garçon. Mais ça, c'est du contemporain pour moi. C'est pas du tout du thriller. En fait. Il est où le thriller? Alors peut-être que par la suite, d'après ce que j'ai compris, elle va revenir avec le petit garçon et il y a des gens qui vont poursuivre le petit garçon et qui donc vont la poursuivre elle. Mais ça, c'est pas un thriller. Je suis désolée pour moi, mais je suis désolée, mais c'est pas un thriller pour moi ça. Donc déjà, je voulais une enquête, je voulais un truc où j'enquête, où je cherche, où je suis dedans et tout, et c'est pas du tout ce que j'ai. En plus, on m'explique rien, je sais pas ce qu'elle fout là, je sais pas pourquoi ce week-end, je sais pas pourquoi maintenant, pourquoi il faut qu'elle soit de retour au boulot, pourquoi elle adopte, pourquoi ce petit garçon, pourquoi ce pays. J'ai des dizaines et des dizaines de questions et j'ai zéro réponse. Et en plus, bah le personnage est pas vraiment intéressant. Ah oui, il y a aussi un autre truc, je me disais aussi qu'il manquait un truc, c'est bizarre. Donc elle va dans cette espèce d'orphelinat pour ce petit garçon et elle revient aussi sur son passé en fait. Elle fait une espèce d'introspection sur elle-même et elle te raconte ce qui lui est arrivé sans trop te raconter ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire que, par exemple, je pense clairement qu'elle s'est fait violer quand elle était adolescente. C'est pas un spoil, hein, j'ai dû lire, je sais pas. Franchement j'ai été assez loin mais ça se passe dans les premières pages du livre. Bref, et donc en fait elle te dit qu'elle a été à une soirée, que les gens cherchaient du sexe, mais qu'elle n'était pas trop pour. Elle te fait comprendre qu'il s'est passé un truc, et ensuite elle te dit si ma mère avait été une bonne mère, ça serait pas arrivé. Tu vois. Mais c'est jamais dit en fait. Enfin, je veux dire, si tu veux aborder le thème du viol, aborde-le, mais dis-le, assume-le en fait. J'en ai marre des auteurs et des autrices qui supposent le viol et qui laissent au lecteur et à la lectrice faire des suppositions et c'est des déductions. Si tu veux parler du viol, parle-en en fait. Vas-y à fond, assume-le, écris le mot putain. On dirait qu'ils ont peur d'écrire le mot, ça me rend ouf. Assume-le, merde. Soit t'en parles pas, soit t'en parles, mais tu vas jusqu'au bout. Tu l'assumes, t'écris le mot en fait. Parce que ça me saoule, vraiment ça me fatigue les gens qui font ça, ça me saoule, vraiment ça me saoule. Alors je sais pas quand a été écrit ce livre, peut-être qu'à cette époque-là c'était encore extrêmement tabou d'en parler, je sais pas, mais en tous les cas, si t'as pas, pardon pour les gros mots, mais si t'as pas les couilles ou le vagin
pour parler du viol et assumer complètement en écrivant le mot et en détaillant tout, bah t'en parles pas en fait. Parce que juste le supposer et juste l'aborder vite fait pour dire que tu l'as fait, c'est pas suffisant en fait. Ce n'est pas suffisant pour moi en tout cas. Donc voilà. Bref, ça m'a gonflé. J'allais déjà pas très bien quand j'ai commencé ce livre-là, mais alors là, en fait, j'ai eu la flemme d'essayer. Voilà. Peut-être qu'à un autre moment, parce que c'est Jean-Christophe Granger, parce que j'ai adoré Le vol des cigognes et Les rivières pourpres, j'aurais fait un effort. Peut-être qu'à un autre moment, j'aurais fait un effort, j'aurais insisté vraiment, mais là, j'avais pas la foi, j'avais pas le courage, j'avais pas la motivation, j'avais la flemme. Donc, voilà. Je retenterai peut-être un jour, je ne sais pas, mais pas tout de suite. Voilà, ça c'était pour les 2 livres que j'ai pas aimés et que j'ai abandonnés. Et maintenant, on va passer avec les livres que j'ai terminés et que j'ai beaucoup aimés. Du coup, j'enchaîne avec La Rue du Temps, le tome 1, partie 2. J'ai mis tellement longtemps à le lire, ce livre, mon Dieu. Mais j'adore cet univers, j'adore l'écriture. Et j'allais dire plus j'avance, mais en vrai, je viens à peine de finir le tome 1, tu vois. Mais j'adore, vraiment j'adore. Et j'ai peur du moment où on va basculer, parce que pour ceux qui ne savent pas, donc c'est une saga écrite par Robert Jordan. Sauf que malheureusement, l'auteur est décédé avant d'avoir terminé l'écriture de cette saga. Il avait laissé plein de notes, plein de théories pour la fin, plein de trucs pour finaliser son histoire, mais il n'avait juste pas écrit les derniers tomes. Je crois que minimum les 2 derniers sont pas écrits par lui, et ils sont écrits par Brandon Sanderson. Et j'ai peur de ce moment où on va basculer, où on va changer d'auteur, parce que j'adore la manière dont c'est construit, la manière dont c'est écrit, la plume, l'univers, enfin j'aime tout, les personnages, je trouve ça génial. Et donc j'ai peur que Brandon Sanderson vienne un petit peu gâcher tout ça, surtout que personnellement je n'ai pas lu de Brandon Sanderson, pas encore, je compte en lire un jour, mais j'ai jamais lu encore de Brandon Sanderson, donc j'ai un peu peur. Mais bon bref, pour l'instant j'en suis pas du tout là. Je viens à peine de terminer le tome 1, on se détend. J'adore cette saga. Vraiment, c'est très doux, ça se lit très bien, c'est génial en fait. C'est de la manière dont c'est écrit, dont c'est construit, c'est vraiment cool. Quand tu y réfléchis, tu te rends compte qu'il se passe pas 10 000 actions à la page. Il se passe même pas une action par page. Mais c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien construit. En fait, t'es vraiment immergé dans l'univers. Je sais pas comment il a réussi à faire ça, mais il a créé un univers qu'il t'a donné. En fait, lui, tu vois, lui, il te donne les clés. Lui, il t'explique les choses, il t'expose l'univers et tout. Il te laisse pas te démerder tout seul comme un con, tu vois, ou comme une conne. Donc, vraiment, il te donne toutes les clés que t'as besoin pour comprendre l'univers. Et après, petit à petit, tu vas rentrer dedans, quoi. Genre, je suis mais complètement dans l'univers quand je lis ce livre. C'est génial. Je suis à fond dedans. C'est comme si j'étais... en fait, c'est tellement immersif que j'ai limite l'impression d'être assise quelque part dans l'univers et de regarder les personnages bouger. Vraiment, j'ai pas du tout l'impression d'être chez moi sur mon canapé. C'est juste dingue, c'est génial. J'adore ça. Ici, et en vrai, je trouve que c'est trop cool parce que pour moi, c'est un tome 2 parce que j'ai le tome 1 divisé en 2 physiquement, vous voyez, en livre. Mais en vrai, c'est le tome 1 et à la fin du tome 1, t'as déjà énormément de réponses, énormément d'avancées. Enfin, c'est ouf, quoi. Au début du tome 1, il te pose les bases, il te pose des questions. En gros, au début du tome 1, il présente 3 personnages principaux masculins. Matt, Rand et... J'oublie toujours le nom du deuxième. Du troisième, je sais plus comment il s'appelle. Il y a Matt, Rand et encore un autre personnage... encore un autre personnage masculin important dans l'histoire. Je sais plus comment il s'appelle. Et ils ont tous les trois, entre 15 et 17 ans, quelque part par là. Et en gros, au début du tome 1, il te les présente tous les trois et il te dit, eux trois sont importants. Et un des trois est encore plus important que les deux autres. En gros c'est ça qu'on me dit. Et ben, on cherche en gros lequel des trois est vraiment important et lequel des trois va permettre d'avancer dans l'univers et de faire ce qu'il faut être fait contre les méchants en gros. Et à la fin du tome 1, tu as la réponse à qui des trois est vraiment important. Alors peut-être que ça va bouger, peut-être que par la suite il reviendra dessus et il y aura d'autres avancées et d'autres questions et que les deux autres ils vont être aussi importants pour d'autres raisons, je ne sais pas. En tous les cas, au début du tome 1, il te pose les bases en mode il y en a un des trois, fais gaffe, il est important. Et à la fin du tome 1, il te dit ben voilà, c'est celui-là. Et je trouve ça trop cool en fait, on a une avancée énorme en fait, pendant tout le tome, on cherche, on essaie de comprendre. Au milieu de tout ça, il y a des fuites, des galères, des combats, parce qu'évidemment, il y a les gens qui sont pas contents et qui captent qu'il y en a un des trois. En fait, nous on est du côté des gentils, évidemment, et il y a aussi les méchants qui cherchent lequel des trois est le plus important pour pouvoir le tuer, en gros. Donc, il y a tout une espèce de combat, une course-poursuite et tout, enfin bref, c'est trop cool. Et autour de tout ça, on a une Aes Sedai, donc une espèce de mage avec des pouvoirs magiques, et... des pouvoirs magiques.
On dirait que je suis dans Harry Potter quand j'étais avec des pouvoirs vraiment très importants. On a deux personnages féminins en plus de Aes Sedai qui sont vraiment très cool. On n'est pas dans la parité parce qu'il y a aussi d'autres personnages qui sont masculins. Mais franchement, je sais pas à quelle époque ça a été écrit, mais d'avoir des personnages féminins aussi forts et aussi importants et aussi bien construits, que ça fait du bien en fantasy. Et surtout que, enfin, franchement, je pense que c'est sorti dans les années 70-80. Et c'est ouf, quoi. Vraiment, c'est ouf, quoi. Bref, j'adore cet univers, j'adore cette saga. Il faut absolument, absolument que je lise le tome 3, enfin le tome 2, partie 1, dans pas longtemps, parce que j'ai trop galéré à me remettre dedans, là, début décembre, quand je l'ai commencé, j'étais complètement larguée, je savais plus où j'étais, ce qui se passait, ce que je faisais. Enfin, j'ai mis des semaines à me remettre dedans. Une fois que je suis de nouveau dedans, c'est trop cool, quoi. Vraiment. Donc il faut absolument que je lise le tome 2, partie 1, dans pas longtemps du tout. Et je vous conseille cette saga. Ça demande de l'investissement, c'est pas une saga que tu peux lire n'importe où, n'importe quand. C'est assez lourd à lire, ça reste de la fantaisie adulte, même si c'est bien construit, même si c'est bien écrit, même si c'est génial. C'est de la fantaisie adulte, donc tu peux pas lire ça. On peut lire comme tu peux lire le Timothée de Fombelle par exemple. Même si le Timothée de Fombelle est bien écrit, ça se lit quand même facilement, c'est fluide et tout. Là c'est fluide, mais t'as intérêt d'avoir ton cerveau prêt. Tu peux pas lire ça quand t'es fatigué, personnellement moi j'y arrive pas. Mais ce livre vaut tous les sacrifices de lecture. Il est trop cool. Bref, j'écoute My Little Prayer de David Archuleta et cette musique m'aide énormément, vraiment, vraiment, vraiment à lire, c'est trop cool. Je pense aussi que ça fait partie du fait que j'arrive à me mettre dans l'univers et être vraiment dans une espèce de bulle quand je lis, parce que la musique m'y aide beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Bref, j'ai lu que le tome 1 et je suis déjà à fond dans cette saga, j'adore ça. Donc bah, je vous la conseille en fait. Le dernier livre que j'ai à vous montrer, c'est le premier livre de ma pile de février. En vrai, je l'ai lu fin janvier parce que j'avais fini, parce que j'avais envie. Et j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop cool, c'est trop génial. C'est Tourbé 2, Mon amour, de Pierre Bottero. C'était trop cool, j'ai adoré. Je l'avais mis dans la catégorie transformation-évolution, en trichant un peu. Et franchement, c'est vraiment ça, parce que les personnages ont une vraie évolution. Alors le livre fait quoi, 150 pages? C'est ça. Mais on a une vraie évolution. En fait, ils mûrissent au cours de ce livre et c'est trop cool en fait. J'ai adoré vraiment. Pour l'histoire, on va suivre Tristan qui vit dans une cité, et donc dans la tour B2 de cette cité. Donc il va à l'école, il a ses potes, camarades, son père est pas là, mais il a sa mère avec lui, enfin bon, bref, il a sa vie, son quotidien normal, il essaye de se dépatouiller entre tout ce qui est problème de cité, tout ce qui peut se passer parce qu'il habite dans une cité, et en même temps aller à l'école, travailler, essayer de s'en sortir. Et un jour, il va rencontrer Clélia. En fait, elle vient d'emménager, elle vient de débarquer dans cet univers-là, dans cette cité, et elle n'y connaît rien. En fait, tu vois physiquement que ça matche pas. En fait, elle n'a pas du tout elle n'a pas été élevée dans cette cité-là. Elle n'a pas les mêmes codes. Elle n'a pas eu la même éducation que Tristan, par exemple, et tous ses copains de l'école. Et donc, du coup, elle dénote un peu. Elle est en décalé par rapport à eux, et elle s'en fiche. Elle n'a pas du tout pour objectif de rentrer dans le moule et de s'intégrer parfaitement. Et évidemment, c'est l'histoire d'un premier amour, donc du premier amour de Tristan et Clélia. Et j'ai adoré. C'était tellement cool de les voir se battre avec ça en fait. Parce que quand c'est la première fois, tu te rends pas compte de ce qui se passe au début. Et au bout d'un moment, tu as une espèce de déclic et tu te dis putain, c'est ça en fait. T'es sûr que c'est ça? Et après, t'as toutes les questions qui se posent de est-ce que c'est réciproque, est-ce qu'il pense comme moi, est-ce qu'elle est d'accord avec moi, est-ce qu'elle aussi, est-ce que lui aussi, est-ce que voilà. Et franchement, j'ai adoré, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien construit, c'était tellement génial. Ça ne m'arrive quasiment jamais. Vous allez me dire, c'est pas un exploit parce qu'il fait 150 pages, mais je l'ai lu en 2 jours. Et c'était trop cool, vraiment, j'ai adoré. C'est tellement, tellement cool, j'ai hâte, enfin, j'ai trop envie de lire les autres petits livres qu'il a écrits comme ça parce que je sais qu'il y en a d'autres. Qui ont été aussi réédités par Maman Jeunesse dans cette collection là. Il y en a un rose, il y en a un rouge, enfin il y en a un jaune je crois, enfin, il y a plein de titres comme ça, tous de Pierre Bottero, qui ont été réédités il y a quelques temps maintenant, parce que ça date, par la Maman Jeunesse, et j'ai envie de tous les lire, franchement c'était trop cool. 2017, voilà. Donc voilà, franchement c'est trop cool, j'ai adoré. Je peux pas en dire plus que ça parce que ça fait à peine 150 pages et que ce serait un peu spoilé si j'en rajoutais, mais voilà, voir des personnages aussi jeunes se débattre avec le premier amour, c'était juste trop cool. Et puis c'est tout mignon, moi je lis ça avec mes yeux de 27 ans, tu vois, qui a vu que ça il y a très longtemps. Et je me revois à cet âge-là, et en vrai j'étais comme eux, quoi, j'étais tout pareil. Et l'important c'est pas est-ce qu'ils vont rester ensemble toute leur vie ou pas, parce que à cet âge-là t'y crois, mais bon, bref.
C'est juste de les voir vivre ça, c'est vraiment très mignon, c'est très cool, c'est parfaitement bien écrit et voilà, moi j'ai adoré. Je trouve ça trop cool et j'ai trop hâte de lire toutes les autres histoires qu'a écrit Pierre Bottero parce que c'est génial. Bon, je suis en train de perdre ma voix, donc il faut absolument que je termine cette lecture maintenant avant que je n'ai plus de voix du tout. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.